Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Des écoles fermées au nord et au centre du pays à cause de l'insécurité. À cela s'ajoutent les grèves des syndicats de l'éducation de base de CAI et des promoteurs d'écoles privées. Une situation alarmante pour l'éducation malienne. Et c'est dans ce contexte que les écoliers ont repris le chemin des classes ce lundi pour l'année scolaire 2018-2019. Nos invités sur ce plateau, Djougamali Sissoko, membre de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants au Mali, Amadou Koulibaly, secrétaire général du syndicat national de l'éducation de base SINEB, Adama Fomba, porte-parole des syndicats du collectif du 15 octobre 2016. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Année scolaire 2018-2019, rentrée sur fond d'insécurité et de grève. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Nous allons ouvrir les débats avec vous, Monsieur Sissoko. Bonjour d'abord, madame, je vous remercie beaucoup. Et j'adresse également tous mes remerciements au studio Tamani qui vraiment ne cesse vraiment de s'investir autour de l'école. Mais j'aurais vraiment voulu d'abord que vous posiez d'abord la question au syndicat, parce que je pense qu'ils doivent répondre d'abord en premier lieu. Dans ce cas, M. Koulibaly. Ok, merci. Comme je l'ai eu à le dire la dernière fois ici, je crois que c'était le jeudi passé, par rapport à la situation de l'insécurité qui sévit au sein de l'espace scolaire. Dans les débats passés, il a été promis, par exemple, au centre du Mali, qu'on allait assister à l'ouverture de 121 écoles. Aujourd'hui, malheureusement, à l'heure où je vous parle, ce matin, le Premier ministre était à Mopti pour assister à la réouverture de ces écoles fermées, les 121 écoles. Malheureusement, il était au niveau du Cap de Sévaré. Et quand il est parti au niveau du Cap de Sévaré pour l'ouverture, je peux donner 2 écoles là où il a réouvert, vers 9h. L'école de Moussa Wale et l'école de Tchabouli, dans la commune de Fatoma. L'autre, ça, c'est dans la commune de Bassirou. Mais quand le Premier ministre a ouvert ces écoles, malheureusement, ça c'était à 9h, mais à 10h, après son départ, les écoles se sont refermées encore. Parce que quand ils ont quitté, ces soi-disant djihadistes, je ne sais pas, récalcitrants, sont revenus attaquer, menacer les enseignants pour dire de refermer les écoles. Et les écoles ont été refermées. Donc, la semaine passée, on était optimistes par rapport à la réouverture de ces écoles. Mais malheureusement, aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Raison pour laquelle le Premier ministre il a décidé ce matin, quand il était après la réouverture de ces écoles, et tenir une conférence de presse à 15h, qui s'est tenue dans la ville de Mopti, pour expliquer ce que le gouvernement est en train de faire par rapport à la sécurisation de ces différentes localités. J'ai dit aujourd'hui, vraiment, en tant que syndicat, on était optimiste par rapport à la réouverture. Et nous avons donné également notre quitus ici pour dire que nos enseignants vont rejoindre les postes dans lesquels il y a la sécurité. Effectivement, les enseignants sont partis. Mais malheureusement, c'est l'État qui n'arrive pas à s'assumer par rapport à la sécurisation de ces localités. Voilà ce que je voulais dire pour le moment. D'accord. Et nous revenons à vous, M. Sissoko. D'accord. Voilà, je ne l'ai pas fait fortuitement, parce que je pense que l'enseignant est en réalité l'acteur le plus au fait des choses. Et nous, parents d'élèves, nous faisons confiance toujours aux enseignants. Parce que ce que les enseignants nous disent sur le terrain, c'est en réalité ce que vraiment nous devons retenir. Je vous l'ai dit ici la semaine dernière, c'était le jeudi, comme Lamadou l'a dit, je vous ai dit que nous assistons à la dégradation de la sécurité au Mali. Alors, quand on nous dit que si ce n'est pas la sécurité qui est en cause au niveau de l'école, ce sont les inondations qui sont au niveau de l'école. Et maintenant, on a fait même déplacer le Premier ministre pour aller au centre du Mali maintenant pour qu'il puisse vraiment donner des injections et des instructions. Et vous-même, vous avez vu comment ça s'est passé. C'est-à-dire que moi, je dis que non, jusqu'à présent, nous, parents d'élèves, nous nous plaignons vraiment de ce que le gouvernement fait sur le terrain en réalité.
Nous savons que c'est de bonne guerre hein, quand on nous dit que là-bas c'est rassuré. Chaque fois, on s'amuse à nous dire que c'est rassurant, c'est rassuré, pendant qu'en fait, il n'y a rien. Quand ils tournent le dos, c'est le chaos général qui s'installe. Donc moi, je pense que nous devrons évoluer dans le sens que vraiment, ces forces de l'ordre restent dans le centre du Mali, plutôt que d'être à Bamako ici, où il n'y a pratiquement rien, il n'y a pas d'événement. Dans un premier temps, en tout cas, moi, c'est ce que je voudrais vraiment signaler. Et nous ne sommes pas dupes, hein, où on nous amuse pour nous dire chaque fois, bon, l'insécurité et la sécurité existent, ou bien il y a ceci, cela, pendant qu'en réalité, il n'y a rien. Et je pense que tout le Mali, c'est comme ça. À partir du centre jusqu'à là-haut, c'est comme ça. On dit que l'école, ça va. 265 écoles fermées. Ça veut dire quoi? Pas 265 classes, hein, 265 écoles fermées. Ça veut dire qu'il y a un bon nombre d'enfants qui vont être dans la rue, qui ne vont rien apprendre. Mais l'instruction d'un pays, dans un pays, c'est l'élément le plus essentiel. Moi, je préfère avoir un enfant instruit que d'avoir un enfant bien nourri. Parce que s'il est instruit, il saura comment se nourrir. Voilà. D'accord. Alors, et vous, M. Fomba, qu'avez-vous ajouté aux autres analyses? Et, vous savez, merci d'abord à tous les auditeurs de Studio Tamani. Aussi l'intérêt que vous accordez aussi à nous en tant que leaders des différents syndicats pour donner notre point de vue par rapport à la situation de l'école. C'est important. Parce que quand on parle de l'école, c'est une question très sensible. Oui. Très sensible à point que nous disons que ce n'est pas une seule partie qui peut résoudre le problème aujourd'hui. Comme tous les partenaires à notre information, le ministre de l'Éducation, ils ont décidé de fixer la date de 1er comme la rentrée scolaire. Quand même, les partenaires de l'école n'ont pas été conviés à une réunion préparatoire avant la rentrée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le partenaire en face, le ministre de l'Éducation, le gouvernement en face, pense que les partenaires ici, qui sont à leur service, au service de l'État, au service du Mali, ne sont pas importants. Ils ne sont pas intéressés. Et alors que la situation aujourd'hui, aucune des parties ne peut trouver une solution. Quand on parle de l'école, on parle de l'enseignant. Quand on parle des enseignants, on parle des syndicats. Quand on parle de l'école, on parle des élèves. Quand on parle des élèves, on parle des parents d'élèves. Et on parle des partenaires techniques et financiers. Et aller à une ouverture. Et aujourd'hui, au niveau de l'enseignement secondaire, par exemple, on est allé à l'ouverture. Hier, les enfants étaient à l'école. Les professeurs étaient sur place. Et les enfants n'avaient pas de cahier ni de bic. Mieux encore, il y a des écoles qui n'ont pas d'administrateur, qui n'ont ni proviseur, ni censeur. Et comment cela a pu se passer? Ah mais quand même, une analyse, parce que vous voyez, ça dénote qu'on veut politiser l'école. On veut donner une image que ça va, alors qu'en réalité, ça ne va pas. Donc, raison pour laquelle je disais tantôt, quand on parle de l'école, qu'on fasse extrêmement attention parce que c'est sensible. Ce n'est pas comme les autres questions qu'on peut trop politiser, qu'on peut jouer là-dessus. Au niveau de la sécurité, là, nous avons dit à l'État de prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser les enseignants. C'est important. Tant que les enseignants ne sont pas sécurisés, ils ont beau parler de la réouverture, ce n'est pas possible. Et un exemple, l'année dernière, nos camarades venant de Tenenkou pour regagner Mopti, ils ont été attaqués. Dès on fait 72 heures avec les bandits admis. Et les syndicats ont remis ciel et terre pour que le gouverneur de Mopti puisse s'impliquer afin qu'il soit libéré. Et ils ont été dépouillés de leurs biens. Et on a informé la hiérarchie au niveau national. Vous savez, ils sont laissés à leur Mais comment voulez-vous que... Si c'était d'autres corps, si c'était un ministre, si c'était un autre fonctionnaire, peut-être on allait mieux en parler. C'est juste vous dire que l'école aujourd'hui n'est pas une préoccupation majeure du gouvernement dans les faits. Dans les discours, on essaye vraiment de jouer avec les gens, de jouer avec l'avenir des enfants, mais en réalité, ce n'est pas leur préoccupation. Et quand on veut, tantôt nous le disons, dans aucun pays au monde, si l'éducation n'est pas prise à bras le corps, on va droit au mur. Vous avez mieux formé vos soldats,
vous avez mieux acheté les avions de guerre, vous avez mieux acheté des fusils de guerre, vous avez mieux formé vos soldats. Si vous n'avez pas une génération mieux formée, sachez que ça n'ira nulle part. Nulle part. Pour détruire un pays, mettez l'éducation à terre et puis le pays, c'est fini. Donc c'est ce que nous assistons aujourd'hui. Et dans tous les discours politiques, que ce soit le président de la République, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le ministre de l'Éducation, nous avons compris que l'école n'est pas au cœur de leurs préoccupations dans les faits. D'accord. Alors, M. Coulibaly, M. Famba vient de nous parler tout de suite d'un aspect. Nous disons que l'éducation n'est pas une préoccupation majeure pour les autorités. Vous, qu'en dites-vous? C'est une réalité, madame. Aujourd'hui, il faut voir, à l'ouverture de l'année scolaire 2018-2019, comme vous le constatez, il y a dans certaines localités du Mali, les enseignants sont prêts à aller en grève par rapport à la question des arriérés, par rapport à des questions de carrière. Il y a des promoteurs des écoles privées aussi qui ont décidé d'aller en grève parce que leurs subventions n'ont pas été payées par l'État. Ces élèves qui ont passé au DF cette année, qui doivent aller dans les écoles professionnelles ou bien dans les lycées privés, et ils vont faire quoi? Donc c'est pour dire, en réalité, l'État ne s'occupe pas en réalité de l'école malienne. Je prends le cas de CAI. CAI, il y a un syndicat qui a déposé un préavis de grève. Et je vous dis, depuis ce dépôt de préavis de grève le 12, jusqu'à nos jours, pour une grève de 2 semaines qui doit prendre fin le 17 octobre, ils n'ont été reçus par aucune autorité de la région pour pouvoir s'asseoir, négocier, en parler pour trouver une solution au problème. Donc, ce que les uns et les autres viennent de dire, l'État n'a pas le souci majeur par rapport au système éducatif malien. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Oui, bon, M. Sissoko? Par humilité, vraiment, j'aurais vraiment voulu me taire. Mais en tant que société civile, vraiment, je me demande si je ne parle pas, est-ce que vraiment ce n'est pas un crime lèse-majesté? Parce que pourquoi? Moi, je vais vous le dire aujourd'hui. Depuis pratiquement 1991, notre école n'a jamais constitué un sujet important pour nos autorités. Parce que tout ce qu'ils disent là, pour moi, c'est des vains mots. Je préfère me tromper, je crois du bois. Mais moi, je crois que depuis 1991, pratiquement, la situation scolaire au Mali ici va de déclin en déclin. Donc direz-vous que c'est de la mauvaise gérance? C'est de la mauvaise gestion d'abord. Et puis vraiment, je crois que nos responsables ont été un peu ingrats. Moi, je veux vous dire, excusez-moi du vocable. Hein. Allez-y. Tous les élèves de mon âge qui ont fait les lycées de 60 jusqu'à 63, 60 et quelques, je ne sais pas quelle année, ont toujours été entretenus par l'État. L'État octroyait des bourses, il y avait des dortoirs, il y avait les réfectoires, il y avait ceux qui étaient même dans les écoles techniques, avaient même des tenues d'atelier, des tenues de sortie, des tenues de cours, de classe, même des titres de voyage pour les vacances. Parce que quand on partait en vacances, on nous donnait des réquisitions pour aller même au village. Et depuis 1986, je ne sais pas quelle année maintenant, avec vos institutions de Bretton Woods, l'État a mis l'école de côté. Et jusqu'à présent, ça ne peut pas aller. Tous ceux qui sont en train de gérer aujourd'hui l'école ont passé par là. Ceux qui sont venus avant dans les années 60. Ils ont été entretenus par l'État. Et eux, maintenant, ils ont laissé le soin, l'entretien des enfants à leurs parents. Eux-mêmes, ils sont désistés de tout et ils ont créé des écoles privées, mal outillées, pas de cahier de charge. Il faut se dire la vérité. Parce qu'en réalité, on n'a pas été prévoyant. Chacun seulement s'est prémuni de prévoir, sinon d'assurer la sécurité, sinon de ses enfants, de ses alliés, et puis c'est tout. Et les enfants des pauvres maintenant sont restés maintenant au sein de leurs parents, qui n'ont même pas de quoi manger d'abord. Quand on nous dit aujourd'hui que l'État s'occupe de l'école, c'est vraiment, pour moi, ce n'est pas vrai. Et je suis sûr et certain que on pouvait déployer encore d'autres moyens pour prendre l'école en charge. Moi, un ministre m'a dit, le ministre de l'enseignement supérieur m'a dit un jour, quand on était en réunion chez elle, elle a dit, moi je vous jure que si les parents, les enseignants veulent, l'école va marcher. Or, tous ces responsables-là que vous voyez là, pratiquement, ils ont tous passé par cette classe-là. Donc ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas à ça. Ils ont sorti nos enfants, seulement ils se sont allés se balader avec eux en 1991, et depuis lors, maintenant, on les a trahis en fait. On les a laissés sur nos bras, et nous, on ne peut pas les prendre en charge.
Donc maintenant, ça, bonjour aux dégâts. Voilà. D'accord. Et vous, M. Famba, selon vous, qu'est-ce qui explique tous ces dérapages? Ces dérapages, c'est d'abord l'intérêt. Je disais, vous savez, l'école étant la colonne vertébrale du développement d'un pays, et si l'État n'accorde pas un intérêt particulier à cela, forcément, on va assister à des scènes pareilles. Oui. Vous savez, le président de la République est élu. Il a un gouvernement, mais ils ont bien sûr des lignes de conduite. Oui. Il y a des priorités qui sont données. Et il y a des institutions de veille. Et aujourd'hui, si ça ne marche pas, on veut seulement sauver le côté politique. La façade. Dire que ça va. Mais en réalité, ça ne va pas. Et ce dérapage, ça va continuer. Croyez-moi, si on ne change pas la façon de faire. Si on ne change pas, ça va continuer. Et qui va payer? Et qui va payer, je vous le dis, c'est les enfants des pauvres. Il faut qu'on se le dise. C'est les pauvres qui vont payer. C'est les enfants des pauvres qui vont payer parce que les écoles publiques aujourd'hui, parce que les 200 et quelques écoles fermées, bien sûr, c'est des écoles publiques. Et qui sont les élèves de ces écoles publiques? Parlons-en. Oui. C'est des enfants des pauvres. C'est nous, nos enfants, les enfants. C'est clair, quoi. Maintenant, ceux qui sont en charge aujourd'hui de l'État, en charge aujourd'hui de l'éducation, constatez vous-même, nous sommes dans le même pays. Où est-ce que leurs enfants étudient? Est-ce qu'il y a grève là-bas? Est-ce que ceux-ci sont menacés d'insécurité? Est-ce que l'inondation les a empêchés d'ouvrir? Donc, si nous ne faisons pas attention, ce que l'autre là disait, ils vont envoyer ici les enfants des pauvres ne rentrent pas, nous ne donnons pas la main, nous n'obligeons pas l'autorité aussi à aller dans un sens. Ils vont envoyer leurs enfants ailleurs et ces enfants-là viendront et bien sûr nous commander ici et tout. Donc prenons garde parce que on n'est pas prévisible aussi. On n'est pas du tout prévisible. Et comment aller à une rentrée scolaire dans un pays en crise? Aucun acteur n'est associé et bien sûr aux préparatifs de la rentrée scolaire. Et demain, si les enseignants partent en grève, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que voilà, les gens, on a promis ça, alors que, parce qu'ils n'ont pas été prévoyants. Pendant les vacances, regardez, pendant les vacances, il n'y a pas eu de rencontre majeure. Le camarade Amadou est là. Chaque fois que nous rencontrons le partenaire, nous leur avons toujours demandé de créer un cadre dans lequel tous les acteurs se retrouvent pour discuter de toutes les questions sans tabou de l'école malienne pour qu'on puisse s'en sortir. Mais bien sûr, si on fait une première réunion aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a ni rapport, il n'y a ni analyse, il n'y a rien. Comment voulez-vous que nous sortions de cette situation? Ce n'est pas possible. La question du centre et du nord, l'insécurité et autres, vraiment, nous demandons à l'État, nous les syndicats, nous demandons à l'État s'ils ne peuvent pas assurer la sécurité des enseignants et des élèves, vraiment de ne pas forcer. De ne pas forcer parce que ce sont les enfants des pauvres qui sont là-bas, que ce soit les enseignants, que ce soit les élèves. Ils vont perdre la vie alors que vous trouverez dans la plupart des cas, c'est des piliers de différentes familles. C'est ça. Et qu'est-ce que l'État trouvera à dire? Et aujourd'hui, constatez-vous, il y a des endroits où aucune administration n'est présente. Si ce n'est pas l'école. Tenez-vous, regardez, le préfet est en otage depuis. Seulement l'école. Et le gouverneur a rencontré les camarades de Mopti pour dire qu'ils vont accompagner, ils vont sécuriser et escorter les camarades pour aller à Tenengou, Youar et autres. Et si ils les escortent. Et demain, et les forces de l'ordre ont une limite, ils vont retourner. Et quelle serait leur sécurité? Leur sort, ça serait quoi? Est-ce que ce pays-là, on va nous dire aujourd'hui que le gouvernement du Mali, le ministre de l'Éducation veut amener les enfants du Mali à la boucherie?
vraiment qu'on se réserve, qu'on fasse une analyse objective et qu'on soit vraiment réaliste. Ce qui est possible, faisons-le ensemble. Ce qui n'est pas possible, qu'on se le dise et vraiment qu'on essaye d'aller sur des bases saines et reconstruire notre système éducatif. D'accord. Alors, M. Koulibaly, M. Famba nous parle un peu des conséquences de toute cette situation. Et vous? Moi, je dis tant qu'un ministre de l'Éducation nationale d'un pays est politique, on ne peut pas réussir l'éducation. Il faut que cela soit clair. Moi, je le dis à certains. Je dis que si je suis président de la République, je nomme un ministre qui n'est pas politique. Et il restera jusqu'à la fin de mon mandat. Mais imaginez-vous, au Mali, au ministère de l'Éducation nationale, imaginez-vous, de janvier 2018 à nos jours, ce ministère a eu 3 ministres. 5. Il y a eu Barthélemy qui était là. Après Barthélemy, il y a Aguerlaf qui est venu. Aguerlaf est parti. Jacqueline. Non, avant, Jacqueline, là, ça c'est après. Ça c'est avant. Je parle du temps de Barthélemy. Barthélemy est parti. Aguerlaf est venu. Aguerlaf est parti. Monsieur le ministre Poulo est venu. Poulo est parti. Témé est là. Où va ce monde? Le camarade Adama a parlé de la rencontre du gouverneur avec le partenaire qui s'est passé hier, je crois. Mais il a fallu qu'on tape fort pour que le gouverneur puisse nous rencontrer. Il a fallu qu'on dépose un sitting pour que le gouverneur puisse nous rencontrer, parce que le gouverneur avait fait une rencontre le vendredi avec les préfets, les maires, les DAE, les DECAP, sans les enseignants. Soit disant qu'ils vont sécuriser les enseignants. Ça ne peut pas y aller. Il faut qu'on soit très clair. Premier aspect. Deuxième aspect. Chaque fois, le gouvernement ne joue qu'aux sapeurs-pompiers. Que ce soit sur le problème, sur le plan de revendication, que ce soit sur le plan de sécurité, c'est les sapeurs-pompiers qui sont là. Quand vous dites sapeurs-pompiers, que voulez-vous dire par C'est-à-dire là? qu'ils attendent qu'il y ait du feu pour réagir, pour éteindre le feu. Je vous dis que moi, je suis vraiment surpris de ce département actuel qui a pu faire l'ouverture sans associer les partenaires par rapport à l'ouverture de l'année scolaire 2018-2019. Ça ne s'est jamais produit dans ce pays. Si nous, on était associés, on allait trouver les voies et moyens, guider le département. Ça fait partie également de notre rôle, pour qu'on puisse trouver des solutions ou des pistes de solutions à des problèmes posés. Mais tel n'a pas été le cas. Ouais. Mais je dis, j'ai des inquiétudes. J'ai des inquiétudes. Nous venons d'ouvrir les écoles. Il y a eu des problèmes d'insécurité dans certaines localités. Certains sont partis en grève. Quand tu prends l'académie de sang, le Cap de Blas doit aller en arrêt de travail ce matin. Ils sont partis déjà en arrêt de travail ce matin par rapport à leur salaire. Ténégou n'est pas payé. Et regardez, on est le combien du mois? Le 2 septembre. Il y a tous ces aspects qui sont là. Donc nous disons, tant que ces problèmes ne sont pas résolus, ça va y poser. Le camarade Famba, il est là. La synergie d'action a eu à mener des actions l'année dernière. Nous avons eu des accords. C'est tous les accords que nous avons eu à signer. C'est un seul accord qui a été appliqué. Et nous allons déposer, je crois que la lettre est déjà déposée auprès du ministre, pour une rencontre bilatérale par rapport aux autres points. Et ça, s'il n'y a pas suite, ça peut amener encore d'autres problèmes. Et là, les choses vont s'imposer du jour au lendemain. Donc je crois que nous avons intérêt, que ce soit nous, les enseignants, ou leaders syndicaux, que ce soit le gouvernement, les parents d'élèves, même les élèves, qu'on essaie de s'asseoir, trouver une solution définitive à ce problème. Il y a eu combien de forats dans ce pays? Plusieurs. Par rapport au système éducatif malien. Mais où sont les recommandations de ces forats qui sont dans les tiroirs? Tout récemment, il y a à peu près 9 à 8 mois de cela, on a tenu la table ronde sur l'éducation. Où sont les recommandations de cette table ronde? Je dis vraiment, le gouvernement doit s'assumer pour qu'on puisse sortir de l'ornière.
Et toutefois, il y a les autorités qui annoncent des mesures, des précautions à prendre pour la réouverture des écoles, par exemple au centre et au nord. Je vous propose d'écouter M. Degueni depuis Mopti. Nous avons sillonné quelques écoles ensemble, dont le groupe scolaire Boukari Wologem de Sévaré, le groupe scolaire Robert Sissé de Mopti, le lycée Pluie de Mopti. Et nous avons visité également ensemble 2 écoles jadis fermées, mais qui ont pu rouvrir cette année. Tout porte donc à croire que vraiment l'espoir est permis. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est des chiffres très provisoires qu'on peut donner parce que le processus est en cours. Les ouvertures se poursuivent. Au regard de la résilience manifestée par les communautés et collectivités, ils se sont dit donc nous pouvons ouvrir 121 écoles, soit 45,66% des écoles fermées. Les 121 écoles ciblées, malheureusement, n'ont pas pu être toutes ouvertes. Somme toute, on a pu ouvrir 37%. 37% sur 45% d'écoles rouvertes. Oui, M. Sissoko, vous voulez réagir? Allez-y. En fait, moi, j'avais espoir avec c'est ce que j'avais entendu de la part de Degueni l'émission dernière. Parce que Degueni, c'est quelqu'un de très bien. Et au niveau de l'école, je crois que c'était un acteur incontournable. Ça, et je le félicite. Mais j'étais muni j'avais vraiment eu beaucoup de plaisir à l'entendre la semaine dernière. Et moi, je sais que maintenant, l'État, en réalité, est incapable d'ouvrir ces écoles-là. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'amener des gendarmes ici, présenter les gendarmes aux gens et puis demain matin les déplacer sur autre ville pour que la sécurité existe. C'est comme M. Koulibaly nous l'a dit. Mais c'est ça. Après le départ du ministre. En fait, c'est ça, hein. Parce qu'on essaie de faire la politique de l'autruche. On s'enfuit, on enfuit la tête sous le sable, le postérieur derrière, et on dit que non, tout va bien. Ce n'est pas vrai. Les acteurs autour de l'école, ce sont les parents d'élèves, les enseignants et la tutelle. Mais prenez le cas aujourd'hui de l'association des parents d'élèves et étudiants du Mali. Actuellement même, il y a un petit contentieux entre les parents d'élèves et la tutelle parce qu'actuellement, ils ont créé des comités de gestion scolaire, tout à fait normal. Et pratiquement, ils ont enterré les bureaux des parents d'élèves au niveau des secteurs de base. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que selon les termes du forum qu'on a tenu sur l'école, je crois qu'ils voulaient vraiment enlever les parents d'élèves parce que je crois qu'il n'y avait pas d'autorité sur les parents d'élèves. Parce que nous, en fait, nous sommes une institution de décret public, par un décret public. Par un décret public. Donc actuellement, que le ministre soit là ou bien qu'il ne soit pas là, moi je suis de la société civile, j'ai oublié de dire ma vérité à moi. Donc maintenant, ils ne veulent pas avoir affaire aux parents d'élèves, aux AP au niveau des écoles. Ils ont investi maintenant des comités de gestion qui en fait n'ont même pas de cahier de charges bien remplis. Et nous, si on s'attaque à ça, on dit certainement qu'il y a un antagonisme entre nous, au fait, il n'y a rien. Parce que ce sont nos mêmes parents qui sont au niveau des comités de gestion scolaire. Mais les statuts divergent. Quand les statuts divergent, moi, ce que je peux dire au ministre de l'Éducation demain matin, ce n'est pas le directeur d'académie qui peut leur dire ça. Parce que moi, je le dis sans ambiguïté. Il n'a qu'à m'interdire seulement de ne pas rentrer à l'école. Et là, même ça, il ne peut pas m'interdire. Donc maintenant, il faut qu'il travaille avec les parents d'élèves. Connaissez les sensibilités de tous les parents d'élèves. Parce que même vous, madame, vous êtes parent d'élèves. Oui ou non? Non, répondez-moi. Vous n'êtes pas parent d'élèves? Qu'est-ce que vous avez fait au niveau de l'école? Personne actuellement ne fait rien. On dit que non, les parents d'élèves ont démissionné. On dit que les parents d'élèves n'existent pas. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on existe. Ils nous ont fragilisés à telle enseigne que nous-mêmes, on a honte de nous intéresser à l'école maintenant. Parce qu'ils ont fait comme si ce n'était pas notre chose à nous. Et nous, chaque fois qu'on part de l'école, on ne nous appelle pas, on nous appelle rarement. Et ils font tout ça, nous. C'est quand seulement il y a des grèves avec les enseignants qu'on nous appelle pour négocier avec ces enseignants. Ils sont là, c'est nous qui avons atténué beaucoup de choses entre eux. Le président, il faut le remercier aujourd'hui, le président Mamadou Lamine Diarra qui est à Bamako. C'est le président des parents d'élèves et de l'association des parents d'élèves. Il s'est beaucoup investi en temps et en santé pour pouvoir aider, pour pouvoir faire la part des choses, servir de détendeur entre l'enseignement et le syndicat. Oui. C'est-à-dire, quand le directeur de CNI dit que ce matin, ils ont visité des écoles, il a cité au Robert Sissé une autre école
Mais ça, c'est en plein centre de Mopti. Il a dit également que le Premier ministre a rouvert 2 écoles ce matin. Je l'ai dit au début de mes interventions. L'école Moussawal, qui est dans la commune de Bassirou, le Premier ministre a rouvert cette école ce matin, à 9h. Et l'école de Tchabouli, qui se trouve dans la commune de Fatouma, qui sont à peu près à 7 km de Mopti en allant vers Konan. Mais après leur départ, l'école a été refermée. Mais il ne faut pas qu'on politise l'école. Il faut qu'on se dise la vérité. Dans le Cap des Sévariés, il en a parlé. Ils ont rouvert avant-hier, lundi, le groupe scolaire de la commune de Kounari. Les enseignants se sont rendus là-bas. Il y a l'école du premier cycle et du second cycle. Les enseignants étaient sur place. Le premier jour, le lundi, aucun élève. Aujourd'hui, mardi, le matin, ils sont partis, il n'y a que 3 élèves. C'est pour vous dire que nous sommes des syndicalistes, nous sommes sur le terrain. Il faut que cela soit réel. C'est pour ça que je dis dans ce genre de débat, si on nous invite dans ce genre de débat, qu'on amène, il faut qu'il soit là. C'est argument contre argument. Vous prenez Youarou. Le jeudi passé, on avait dit, Déguéné avait eu à dire qu'il y aura 121 écoles qui seront réouvertes. Youarou, sur les 58 écoles fermées, à la date d'aujourd'hui, c'est 2 écoles seulement qui sont réouvertes, qui se trouvent dans la ville de Youarou. Mais qu'ils disent cela, qu'ils disent la vérité à la population. C'est du tout faux. Vous prenez Ténenkou. Toutes les écoles de Ténenkou sont formées et sont fermées, sauf l'école de la ville de Ténenkou. Nous sommes sur le terrain. Ce n'est pas des mensonges qui sont là. Il faut que cela soit réel. Il ne faut pas politiser l'école. Qu'on dise la vérité. Vous partez à Ténenkou, Youarou. Les anciens, ils sont là-bas, hein. Ils partent, mais qu'est-ce que la population dit? Non, on ne veut pas de l'école classique ici. Et pourtant, le gouvernement n'a pas le courage de dire ça. Les peuples qui sont dans ces zones-là, ils ne veulent plus l'école classique. Pourquoi cela? Les savoirs, bon sang, pardon. Celui qui est là-bas, il le savent. Celui qui est là-bas, là, il connaît celui-là. C'est soi-disant Amadou Koumfa, qui est là à terroriser les peuples pour dire que non, il faut aller dans l'école coranique. C'est ça la réalité. On a parlé des militaires. L'autre jour, Déguéné a parlé des militaires ici, qui vont aller sécuriser les zones. Ils ne peuvent pas. Ils font des passages seulement, c'est tout. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent passer aujourd'hui, mais demain. Je vous dis, au sein même de la population, il y a des indicateurs. Vous ouvrez aujourd'hui, 10 minutes après, on vient vous attaquer. Et vous voulez que les anciens restent à la boucherie? Nous disons non. Il faut que cela soit clair. D'accord. Oui, M. Foma, oui. Par rapport à l'intervention du DAE de Mopti, moi je trouve que c'est des discours vraiment préétablis. Voilà, qu'on leur ordonne de dire ça. Parce que nous sommes au courant des rencontres ici à Bamako entre le ministère de l'Éducation et les DAE et les DCAP de Mopti et la primature. Ce sera même là demain. Voilà. Donc, il y a eu tellement de rencontres autour de cette question et pendant les vacances pour aller à la réouverture et bien sûr de ces écoles fermées. Et ici, peut-être qu'ils pensent que les acteurs qui sont là n'ont aucune importance. Voilà. Même les collectivités se plaignent. Et aujourd'hui, l'école est décentralisée. Et maintenant, si jamais on ne change pas d'habitude, vraiment de stratégie et aussi vraiment de prendre le courage, d'avoir le courage de dire la vérité. De se dire la vérité. Et c'est important. Tant que autour de l'école, vous savez, nous ne retrouvions pas et se dire la vérité, nous ne pouvons pas sortir. Vous savez, l'école, quand on parle de l'école,
on parle de tout. Quand on parle de l'école, on parle de tout. Parce que les enseignants qui sont là-bas, nous sommes leurs représentants, nous revendiquons tout. Mais nous ne pouvons pas être contre l'école. Pourquoi ils veulent fuir les partenaires, les parents d'élèves? Pourquoi ils veulent les fuir? Les syndicats, pourquoi on ne veut pas les associer? Les syndicats, dans leur démarche, tout n'est pas de déposer un préavis. Tout n'est pas de revendiquer. Mais tout ce qui concerne la vie de l'école, l'amélioration des conditions de travail. Quand on parle des conditions de travail, l'enfant est là. Je disais tantôt qu'il y a des écoles aujourd'hui au niveau de l'enseignement, il n'y a pas d'administration. Même pas de professeur. Mais comment comprenez-vous qu'on peut aller à une rentrée? Et le ministre, hier à la télé, il disait, je l'écoutais, il disait que la rentrée est effective. Peut-être qu'on n'a pas, je ne sais pas quelle connotation le ministre donne à l'effectivité de la rentrée. Parce que quand on dit que c'est effectif, cela veut dire que tout est mis en œuvre pour que les enfants prennent le premier cours 8 heures lundi. Les kits scolaires, les tables bancs, les enseignants, les salaires, tout, ils se sont rassurés de tout, les écoles qui sont occupées, tout pour que la rentrée soit effective. Aujourd'hui, nous voyons que, nous remarquons dans les discours que vraiment ce n'est pas le langage vraiment de la vérité. Et le DAE de Mopti, peut-être, je ne sais pas, c'est l'enregistrement de quel jour? Si c'est l'enregistrement de ce soir, et quand même, il passe à côté. Il passe sincèrement à côté. Et vraiment, je regrette parce que j'ai eu à rencontrer Degeni quelquefois. Et je lui connaissais quand même par son franc-parler. Ouais. Mais aujourd'hui, peut-être que la question lui dépasse. Ouais. Peut-être qu'il essaie de sauver aussi sa chaise. Mais quand même, lui, à son âge aujourd'hui, et il doit aller au-delà de ses intérêts-là. Mais oui, selon vous, quel est le besoin actuel? Le besoin actuel sont divers et variés. Absolument. Et si on se donne de dégrainer les besoins aujourd'hui, peut-être que 2 heures, 3 heures ne peut pas nous permettre. Si vous prenez les enseignants, et bien sûr, il y a tellement de choses. Il y a la formation, il y a des conditions de travail. Si vous prenez la sécurité, les enseignants sont menacés tous les jours. Et est-ce que vous attendez un ministre, même le ministre de l'Éducation, lever le doigt ou bien en parler? Vous voyez, les élèves, pareil. Les parents d'élèves, comment ils sont traités? Donc, aujourd'hui, tout manque à l'école. Et si la formation manque, l'enseignant, mais vous ne pouvez pas prétendre à un enseignement de qualité. D'accord, oui, monsieur. Parce que moi, je vais revenir sur un petit thème pour vous dire qu'en réalité, ces gouvernants, c'est le Benjamin de leur souci de s'occuper de l'école. Je vais donner un exemple tout court. Le lycée Mambi de Kati, c'est un lycée qui a plus de 2000 élèves. Et récemment, il n'y avait pas de proviseur, il n'y avait pas de censeur. Et ils étaient au courant de cela. Et il y a des matières dont les professeurs ne sont pas à l'école, au niveau du lycée. Mais comment on va évoluer dans tout ça? Et encore, on va dire que la qualité de l'enseignement et la qualité de l'élève, c'est comme ça. Les universités au Mali aujourd'hui, ils créent des universités sans les dispositifs nécessaires. L'ouverture, ça s'effectue pendant que les enfants sont encore à la maison, ils n'ont rien là-bas. Comment vous pouvez comprendre ça? Moi, je crois que ça se prépare. Bon, je vois que vous êtes même un peu embarrassé. Et moi, je vous dis seulement que vraiment, l'école ne constitue pas du tout, selon ma vision de la chose, l'école ne constitue plus la priorité de ces éléments-là, de ces gouvernants-là. Et en termes de solutions, que préconisez-vous? Il faut que vraiment l'école aille aux parents d'élèves pour discuter. Immiscer les parents d'élèves. Je vais vous dire une chose. Les parents d'élèves, autrefois, visaient de la TDRL, la taxe de développement local et régional, qui générait 30% sur l'impôt. Et c'est comme ça que les élèves étaient dotés en matériel, étaient dotés en salle de classe, étaient dotés en banc, malgré notre pauvreté. L'APE a construit 32 600 et quelques classes au Mali. Les parents d'élèves.
tant qu'on ne va pas à eux, ça ne va pas. Ça n'ira pas. Ok. Oui, M. Koulibaly, en termes de solutions. D'abord, il faut dépolitiser l'école. Et ça, c'est impossible. Deuxième solution, on parle de décentralisation. Nous, on est en avance sur la décentralisation par rapport à la France. Aujourd'hui, il y a certains maires qui ne veulent même pas que l'école soit chez eux. Mais est-ce qu'il ne serait pas mieux de freiner un peu, voir les inconvénients de cette décentralisation et relire les textes de la décentralisation par rapport au système éducatif malien? Il faut qu'on commence par là d'abord. Et tant que ça, il n'y est pas là, il n'y a pas de solution. Donc, en tout cas, moi, les deux solutions que j'ai pour le moment, il faut dépolitiser. S'arrêter pour mieux démarrer. Ça dit ça, c'est par rapport à la décentralisation. Ils l'ont dit. Aujourd'hui, l'école est décentralisée. On dit que, ouais, au niveau du secondaire, c'est le conseil de celles qui gèrent. Au niveau du premier cycle, du fondamental, c'est les maires. Vous voyez, souvent même, il y a conflit de compétences entre ces deux compétences. Donc ça pose énormément de problèmes. Moi, je crois que il y a des recommandations qui se sont assorties par rapport, c'est-à-dire au Forum national tenu en 2008. Il faut qu'on revienne là-dessus. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et faire la synthèse des choses. Il y a eu la table ronde tout récemment. Ça n'a servi à rien du tout. Mais où sont ces recommandations? Donc, voilà des solutions comme le camarade Adama l'a dit. Hein, quand on va parler de solutions, on ne va pas sortir ici. Ça, il faut que cela soit clair. D'accord. Alors, et vous, M. Fomba, brièvement, quelques pistes de solutions? Quelques pistes de solutions, c'est d'être, pour ne pas répéter les autres, c'est d'être prévisible. C'est-à-dire en créant un cadre de concertation autour que tous les acteurs se retrouvent. Même y compris les collectivités. Je dis tous les acteurs. Ils sont les premiers concernés. Pensez-vous que cela est possible? Mais forcément, c'est possible. Nous l'avons demandé. Et d'ailleurs, et tous les acteurs en demandent. Et aussi le courage politique. Vous savez, les recommandations issues de ces rencontres-là, pourquoi ces recommandations-là ne sont pas appliquées? Parce qu'il y a le courage politique qui manque. Et si le courage politique manque, et bien sûr, où est-ce qu'on va aller? Donc, les pistes de solution, c'est ça. Si les acteurs se retrouvent et font des recommandations, souvent fortes, parce qu'il y a eu la table ronde sur l'éducation tout de suite, il y a eu ce qu'on appelle des recommandations fortes. Mais pourquoi elles n'ont pas été prises en compte? Mais c'est ça le courage politique. Parce que les acteurs, les syndicats n'ont pas un pouvoir de décision. Les parents d'élèves n'ont pas un pouvoir de décision. Mais ceux qui ont ce pouvoir de décision, c'est qui? C'est les politiques qui gèrent. Parce que c'est eux qui disent qu'ils peuvent le faire. Raison pour laquelle ils sont présidents, raison pour laquelle ils sont premiers ministres, et raison pour laquelle ils sont ministres de l'éducation. Et s'ils sont là, c'est pour gérer les problèmes. Et si on n'a pas ce courage, vraiment, c'est pour faire du théâtre et c'est pour encourager ce qu'on appelle dans un pays la médiocrité, distraire la population. Okay. Oui, monsieur Sissoko. Je veux attirer votre attention sur un fait. Vous savez pourquoi moi je dis que vraiment on doit dépolitiser l'école. Et récemment, le président de la République a offert un véhicule de plus de 80 000, c'est pas comme 50, en quoi, au-delà de 50 millions, aux enfants à l'AE. Mais plutôt que d'aller construire une bibliothèque, on donne ce véhicule à cet enfant-là. Cet enfant-là est plus politique que même ses propres parents qui sont venus. Alors comment nous allons nous en sortir? Vous mettez nos enfants avant nous et vous croyez que vous pouvez diriger nos enfants? Non, ce n'est pas vrai. Et ces gens-là, ils ont politisé tellement l'école que même pendant la campagne, c'est l'école qui est impliquée. Monsieur Sissoko, malheureusement, le temps nous fait défaut. Oui. Voilà, je suis vraiment désolé, je m'excuse beaucoup. Oui, juste en quelques secondes. Si vous permettez, ça c'est en dehors du débat. Nous voulons profiter de l'antenne pour dire que nous, les enseignants, tellement que nous nous occupons de l'école malienne, nous avons décidé cette année, tous les enseignants du Mali, de célébrer la journée mondiale de l'enseignant qui sera célébrée le 5 octobre, vendredi prochain.
au pavillon du stade Omnisport. Et Donc tout le monde est invité. D'accord. Merci beaucoup. Et cela me fait à ce débat sur l'éducation malienne. Un grand merci à nos invités. Djoukamadou Sissoko, membre de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Mali. Amadou Koulibaly, secrétaire général du syndicat national de l'éducation de base SINEB. Adam Enfamba, porte-parole des syndicats du collectif du 15 octobre 2016. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde Peting Djara, la régie est assurée par Gagny Kanté. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.